Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, on est là, toujours là, encore là, pour vous parler d'un nouveau prospect. Un prospect, c'est un petit peu la petite bête qui monte dans les mock drafts et autres big boards cette année. Pour ce faire, je suis avec Hugues, notre chanteur préféré. Comment ça va, mon Hugues? Oh, it's a war, Jack. I don't step back no more, no more, no more, no more. It's a war, Jack. Uchonis. And don't step back no more. What did you say? Bonsoir à Oh toutes et là là tous. là, mon Dieu, c'est terrible. Je ne sais pas si je vais finir la saison avec toi, hein. Ça va être très très compliqué, hein. And don't step back Donnez-moi de la no force more. sur Twitter, s'il vous plaît. Donnez-moi de la force, je vais craquer. Je vais me tourner vers quelqu'un qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus dans le concret, dans le réel. Lucas est avec nous. Salut Lucas. Salut, salut. Maintenant, je me sens un peu obligé de chanter, mais je vais m'abstenir là Oh, pour par ce pod. pitié. Je laisse la lumière à Hugues. Mais je m'entraînerai pour la prochaine fois. J'en préparerai une. On va faire. Moi, je veux sur Derek Queen, on se fait un Galiléo, Galiléo, Galiléo. Figaro. Ça va être exceptionnel. Messieurs, revenons à nos moutons, enfin plutôt au mouton du soir, hein, qui est, non pas parce qu'il a les cheveux ondulés, on va parler d'un joueur qui joue maintenant dans l'Illinois, au Fighting Illinois. C'est un Lituanien, Kasparas Jakučionis, si je le dis bien. Hugues, est-ce que c'est ça? Dis-nous qui est-il? Exactement. Je suis très heureux d'être là parce qu'on va parler du futur meneur des Chicago Bulls. Du coup, vu que tu as tout dit, hein, il est lituanien comme président des opérations basket et au draft des Lituaniens. Il est grand, c'est un meneur et il joue dans l'Illinois, donc Chicago. Donc voilà, fan des Bulls, c'est le joueur qu'on va pick, pas de suspense. Sinon, pour les autres qui veulent quand même s'intéresser, un joueur qui va leur mettre quelques points dans la tête tous les soirs, c'est un garçon qui est né en mai 2006. Donc il a seulement 18 ans, il est très très jeune. Il est né en Lituanie, à Vilnius, capitale si je ne m'abuse. C'est un jeune joueur qui fait maintenant 1m98 pour 91 kilos, et qui a fait son parcours pro au début au Perlas Vilnius et puis très rapidement au FC Barcelone à Barcelone. Et c'est un garçon qui a déjà représenté la Lituanie dans des compétitions jeunes, notamment on l'a vu à l'U16 Eurobasket. Et cette année, il est parti du coup faire sa fac à Illinois, donc dans une high major dont Lucas nous décrire un peu plus le contexte après. Lucas, est-ce que tu vas nous parler du contexte? En plus de ça, c'est un joueur que tu connais bien. Yes, c'est un joueur que j'ai eu la chance de suivre depuis maintenant. Ça fait faire 2-3 ans depuis mes débuts dans le scouting. Donc, c'est un joueur que j'ai d'abord eu du mal avec lui, beaucoup de mal. Et c'est en partie lié au contexte. Donc, il est arrivé au Barça durant la saison 2022-2023. Donc il était déjà U18, ce qui est chose rare parce qu'ils ont plutôt coutume à recruter des joueurs assez jeunes, comme on le sait, et passent toute leur classe, les infantiles, etc., avec dès le centre de formation, avec le centre de formation. Et lui, pourtant, il est arrivé directement en U18 et dès le début, il a eu un rôle. Et son premier NGT, il avait 30 minutes de moyenne de temps de jeu. Donc il est arrivé déjà avec un rôle, il est arrivé avec euh, des attentes, etc., qu'il a directement dû combler. Donc, il a toujours eu ce rôle au Barça de meneur titulaire. Il y avait presque, si je peux dire, le monopole du ballon. C'était sur lui que reposait la création du jeu. Donc, il a eu énormément de rôles du côté du Barça. Euh, donc, beaucoup de monopole, beaucoup la balle en main. Et comme tu l'as bien dit, il est maintenant du côté de Illinois où il a un rôle qui est beaucoup moins important et qui est beaucoup plus intéressant car il est plus proche de son rôle qu'il pourrait avoir potentiellement en NBA. Il est presque sur un rôle de second porteur de balle, où parfois il est avec des force scoreurs qui n'ont pas forcément besoin de lui pour créer. Donc parfois il est un peu plus sur le côté, beaucoup plus loin du ballon. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de le voir faire avec le Barça, où il était très très rarement sans le ballon. C'est pour ça qu'il prenait très peu de tirs en catch and shoot, etc. Donc là, oui, pour le contexte, pour lui, il est dans une bonne équipe d'Illinois qui est bien vue pour remporter leur conférence. Il joue bien et lui a un rôle un peu moins important, mais qui reste quand même satisfaisant pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter et l'étendue de son talent. Voilà.
D'ailleurs, pour aller dans ton sens, je vais lui apporter tout de suite sa fiche statistique. À l'heure actuelle, on enregistre, donc on est début janvier, hein. Il tourne à 16,4 par match, 5,6 rebonds, 5,4 passes, le tout à 49,6% au tir, 41% à 3 points, 87,5 au lancer franc et aussi un moins joli 3,5 turnover par match. Hugues, est-ce qu'il y a des choses à préciser sur le contexte Illinois ou on est bon? Non, c'était parfaitement parfait. C'était parfaitement parfait. Ben, on va laisser la main à Lucas alors pour qu'est-ce qui fait que c'est un joueur qui pourra avoir un rôle en NBA, Lucas? C'est quoi sa qualité principale selon toi? Ticket d'or pour la NBA, pour moi, c'est sa qualité à créer pour les autres. C'est très naturel chez lui. Il n'a pas besoin de forcer. Et ce qui fait que certaines personnes ne peuvent pas voir, comme c'était le cas pour moi, au début j'avais beaucoup de mal avec lui, c'est qu'il fait ça d'une manière tellement naturelle que tu regardes le match et tu te rends pas forcément compte de à quel point il crée du jeu et tu finis le match, t'as la feuille de stats qui arrive et tu vois 9 passes D, 10 passes D. Et il a cette qualité de créer pour les autres sans être flashy, sans être extravagant, il cherche pas la passe la plus compliquée. Il fait simple, il a une vision du jeu qui est impressionnante. C'est vraiment un joueur naturel qui crée pour les autres. Il n'a pas des skills à la passe qui sont flamboyants, mais qui sont vraiment effectifs. Donc je dirais que son ticket d'or pour la NBA, c'est vraiment ça et sa qualité de gérer le tempo, d'être un bon porteur de balle qui n'amène euh, peu de pertes de balles dans ses passes, même si on reviendra là-dessus sur le sujet des pertes de balles plus tard, plus dans la catégorie défaut. Mais voilà, si je dois retenir vraiment une qualité, ce sera celle-là. Hugues, je vais me tourner vers toi. Pour toi, qu'est-ce qui te flash aux yeux quand tu le regardes? Même si, comme l'a dit Lucas, c'est pas forcément un joueur qui flash beaucoup. Alors, au radar, non, c'est sûr. Par contre, sur les replays, dans la team 0,5 ralenti bien puante que tu as sous ta couette où tu te dis, ah, vas-y, je vais regarder un bon match au ralenti, c'est assez incroyable dans ses fondamentaux. C'est un garçon, au début de l'année, les questions qu'on avait autour de lui, c'était beaucoup sur sa capacité à se créer individuellement, à tirer notamment. Et c'est un joueur, tu l'as dit, avec des très belles, pourcentages, pardon, très beaux pourcentages, notamment au tir extérieur, et qui se crée énormément d'espace sans être un uber athlète. On a un garçon qui est capable aujourd'hui de scorer, pour moi, aux 3 niveaux. Loin du cercle, au niveau de la ligne à 3 points, par justement ce side step, ce step back qui va très bien maîtriser, où il peut vous sanctionner sur pick and roll quand vous passez dessous, ou bien quand vous venez contester un tir, et ben il peut poser la balle et créer un écart pour ensuite déclencher sur votre tête sans aucun problème. Dans le mi-distance, parce que c'est un joueur, une fois qu'il est parti en drive, il adore partir en drive main gauche alors que c'est un droitier, hein, si je ne dis pas de bêtises, et il peut vous sanctionner sur du pull-up en s'arrêtant, sur du runner, sur du flotteur, et près du panier. Si il ne saute pas le plus haut, ce qui va être un défaut dont on va parler après, il a cette encore faculté à mettre les défenseurs qui vont jouer sur son poste, qui sont souvent des joueurs un peu plus petits que lui, à les mettre sur son dos. Il utilise très bien ses pieds d'appui pour pouvoir vous feinter, passer poste bas, mettre quelques bras roulés. Il a déjà le fameux slow step que Luka Doncic a surbanalisé ces dernières années, que Shai Gilgeous-Alexander fait excellemment bien aussi, et un peu Ja Morant, pour vraiment décélérer au dernier moment, faire sauter le défenseur et puis tirer. Et puis il a encore d'autres moves, et ça passe beaucoup par la qualité de pied en fait, en général. Donc un joueur qui peut porter la balle, un joueur qui peut dribbler des deux côtés, qui a une forte aisance sur la main faible, qui peut scorer partout, qui peut se créer de l'écart. Pour moi, voir ça aussi avancer sur un corps qui n'est pas encore du tout fini, puisqu'il a que 18 ans et que on va pouvoir ajouter de la masse musculaire et de la puissance, je trouve ça très impressionnant. Effectivement, il est né en mai 2006, comme tu l'as rappelé, donc il aura à peine 19 ans au moment de la draft. Lucas, on va partir sur les choses à travailler. On va laisser entendre des choses. Qu'est-ce qui
va être urgent de travailler quand il sera en NBA, selon toi? Pour moi, c'est un peu traître. Pour moi, c'est un coup bas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut travailler. Salaud, La- salaud. il pourra l'améliorer forcément parce qu'il va prendre, il sera dans le contexte pour améliorer ça. Mais pour moi, ce qui manque, c'est des grosses qualités athlétiques. C'est pas forcément une punition sans retour. Il peut vraiment compenser ça. Il y a plein de joueurs, on a déjà vu plein de cas où c'est pas les joueurs les plus athlétiques ni les plus forts, etc., mais qui arrivaient avec leur jeu à compenser ça. Mais ce que je trouve alarmant, enfin c'est la seule chose qui me retient en tout cas de ce que je vois maintenant à Illinois, c'est que ces pertes de balles là qu'il a actuellement, comme tu l'as dit dans tes statistiques, waouh, c'est U qui me fait de l'effet, j'ai du mal à articuler. Ah bah c'est impressionnant. Hein. Ouais. Et donc ouais, toutes ces pertes de balles là s'expliquent par son manque de physicalité. Il y a plusieurs actions. J'ai regardé le match contre Oregon où il est lancé sur une bonne action et puis il hésite, il a ce petit truc de recul pour pas aller au contact parce qu'il sait qu'il aura plus du mal. Donc je pense que c'est un truc qui peut se régler au final, peut se travailler, peut prendre en masse, mais ce qui perdra pas un peu trop de sa mobilité. Donc ouais, si je dois retenir quelque chose à améliorer, en tout cas cet aspect physique-là, et ça peut être limitant pour lui dans une équipe qui ne joue pas forcément un basketball européen. Si je peux relever là-dessus parce que c'était de haute qualité. En plus, tu me fais des compliments, donc j'adore, ça m'emballe. Euh, le fait qu'il soit pas le plus rapide, moi, ça me gêne pas dans le sens où il peut sanctionner derrière l'écran. C'est-à-dire que si une défense, elle veut passer dessous en disant, bah, je vais le prendre, enfin, de toute façon, je peux le garder après en vitesse, ça pose pas de souci. D'ailleurs, il l'a fait dans plein de belles situations face à Alabama, justement, où il avait réussi à être en efficacité sur des défenses qui le respectaient pas comme ça. Euh, Là où il y a un écart par rapport aux très très grands joueurs, on parle vraiment du très haut du panier, donc c'est encore une fois injuste en comparaison, mais je parlais tout à l'heure du slow step de Luka qui est pas un uber athlète sur le premier pas, mais qui est très puissant. C'est ça aussi, c'est un retard physique en puissance, et c'est un joueur qui a toujours montré qu'il était en grande difficulté lorsqu'il était tenu par des ailiers. Actuellement, son point fort, là où il fait en fait le taf et qui fait le café, c'est quand il est face à des arrières qui sont plus petits ou moins épais. Dès qu'il est défendu par des ailiers, je passe notamment au match contre Tennessee, où il lui envoie des monstres dopés en testostérone, comme Tennessee sait très bien le faire en SEC. Il recule beaucoup et il panique et il n'a pas l'habitude. Donc à partir du moment où vous allez réussir dans votre effectif à mettre un ailier qui a l'habitude de défendre le point of attack, à naviguer dans les écrans, Kasparas Jakuchenis va vraiment être en retrait, et comme l'a très bien dit Lucas, c'est là où il va créer le plus de turnover, parce que toutes les attaques où il s'arrête justement pour feinter et pour shooter et tirer par-dessus la tête de joueurs plus fins ou plus petits, bah là ça marche plus quand tu es face à un garçon de ton gabarit, voire de 2 mètres et plus, et on a vu un joueur très très en difficulté sur ce secteur-là. Est-ce que toi, tu avais d'autres défauts que ce défaut, entre guillemets, physique, qui est améliorable, mais à condition et un peu difficilement? Ouais, il y a un point, et on va pouvoir le développer un peu plus au fur et à mesure, ça va être le jeu loin du ballon. Comme ça a été dit, je joue dans une équipe à Illinois où il y a un deuxième fort porteur de balle expérimenté, c'est Kylian Boswell qui faisait le bonheur d'Arizona l'année dernière. Et actuellement, lorsque Kylian Boswell a le ballon pour du jeu placé, bah en fait, il y a Kuchenis est dans un corner et ne bouge pas du tout. Il sait pas où se placer, il y a pas de cut. Il n'est pas aujourd'hui capable de poser des écrans pour d'autres ailiers ou de remonter sur un système placé et pour pouvoir shooter. Et d'ailleurs, dans les statistiques un peu affolantes, c'est un joueur qui shoot mieux en pull-up à 3 points qu'en catch and shoot. Ce qui est vraiment, enfin, quasiment jamais le cas. Je sais pas quel autre joueur ces dernières années on a scouté où c'était comme ça. Et ça peut poser problème parce que ce garçon, malgré toute la qualité qu'il a, est-ce que c'est un porteur de balle principal au niveau supérieur? On n'en est pas forcément sûr. On va en discuter. Et du coup, quand tu peux pas proposer beaucoup de jeux loin du ballon, que tu n'as pas assez de répétitions sur du catch and shoot, tu vas pouvoir peut-être être négatif pour le spacing de ton équipe dans une certaine mesure. Je vais faire un petit peu un récap de ce que vous avez dit. Donc,
fort joueur, bon QI basket, vraie qualité de passe, scoreur 3 niveaux. Alors c'est très bien tout ça, mais on a parlé quasiment que de qualité offensive. On n'a pas évoqué la défense ou très peu. Qui va en parler, messieurs? Il y a du progrès, je trouve, sur la saison. Alors moi, je le connais pas depuis aussi longtemps que Lucas, qu'il l'a vu depuis qu'il a 8 ans et demi en CM1 à Vilnius. Mais Jamie, d'ailleurs, il en avance. Il a sauté une classe visiblement. Mais au début de saison à Illinois, il était assez peu impliqué. Il défend jamais le porteur principal. Hein. Il est toujours sur le porteur secondaire, sur les arrières. Mais il y avait Trey White qui faisait beaucoup de travail là-dessus et il était pas très concentré loin du ballon. Il se faisait souvent prendre dans le dos. Il venait pas particulièrement dans les aides. Il venait pour récupérer le rebond défensif et pousser la transition parce que ça il sait bien le faire. Mais voilà. Là, depuis que les matchs de conférence ont commencé fin décembre et qu'on a eu des grosses adversités, je trouve qu'il est beaucoup plus impliqué, notamment dans l'acceptation de la prise de contact. Il accepte que les attaquants lui rentrent dedans, il met de l'opposition, il met de la résistance et il va réussir à créer quelques plays. Et à côté de ça, il a un bon QI basket pour être un peu un tricheur et aller viser des lignes de passe comme il est très focus sur le ballon. Donc il sent bien le jeu là-dessus et très régulièrement on le voit jaillir avec ses longs bras sur une passe de renversement où il va faire l'interception et puis derrière il va pouvoir aller finir facilement en transition. Donc je pense qu'on peut projeter un défenseur neutre. Ce sera pas un stopper, mais maintenant je pense que ce sera pas non plus un joueur qui sera négatif de par sa taille et de par sa longueur. Mais ça impliquera encore une fois, dans une question de projection, si vous le mettez pas meneur titulaire de votre équipe NBA, ou en tout cas meneur principal, porteur de balle principal, ça impliquera d'avoir à côté de lui un Souyendi, voire plus, qui pourra se taper les responsabilités sur les forts porteurs de balle adverses. Lucas, même question sur sa défense. Est-ce que il arrive à en profiter de sa taille? Parce qu'on l'a rappelé, c'est un garçon qui fait 2 mètres quasiment. Pour un meneur qui est grand, est-ce qu'il arrive à gêner les joueurs plus petits que lui ou au contraire, au niveau de la vitesse, c'est un petit peu compliqué au niveau des pieds? Je dirais que c'est pas forcément sa taille qui l'aide défensivement, mais plutôt son envergure. Ouais. Il y a plusieurs. Là, je vais pas pouvoir être en mesure de parler de sa défense en NCA, parce que ce qui m'avait marqué, c'était plutôt à la NGT Finals de Berlin l'année dernière, où il devait défendre sur des profils vraiment athlétiques avec OTI, l'INSEP, etc. Et comme l'a dit Hugues, c'est rarement un joueur qu'on voit sur les porteurs de balles principaux, parce qu'il il essaie de se préserver, entre guillemets, pour le côté offensif, parce qu'il se sera jamais, je pense, je le vois mal devenir un two-way, en tout cas dans le futur. Mais je trouve que au final, sa défense, elle est pas si mauvaise que ça. C'est rare de voir des joueurs de cette taille-là, des porteurs de balles principaux, être capables de faire quand même des close-out assez intéressants, de sortir, de suivre sur l'écran. Donc pour moi, il y a des vrais bons signes défensivement que ça peut devenir un défenseur neutre ou un défenseur correct. Ce sera pas, en tout cas, le gros avantage qu'il a, c'est que comme l'a dit Hugues, si jamais il met les efforts et qu'il se concentre vraiment sur son joueur plutôt que regarder se concentrer sur le ballon, ce qui amènera des cuts dans le dos facile, je pense vraiment que ça peut faire la différence pour lui. Par exemple, pour moi, ça aurait pu être un point qui aurait limité sa projection en NBA. Un même mec de ce profil qui a un trou défensif, je sais pas si une équipe NBA va prendre le risque de le mettre sur le parquet. Parce que ça va amener trop de compensation à faire, à prévoir. Donc là, je trouve qu'il est assez neutre, il peut défendre sur des seconds porteurs de balles, sur des joueurs un peu plus costauds, s'il accepte de prendre physiquement, etc. Donc pour toi, en fait, il a un niveau plancher en défense qui est quand même relativement satisfaisant, qui t'inquiète Ouais. pas. Ouais. C'est ça. Est-ce C'est que, autre chose, on l'a vu dans les statistiques, ça est quand même pour son poste, c'est un bon rebondeur. Il y a 5,6 rebonds par match. Est-ce que, là encore, est-ce que c'est juste, il profite de sa taille ou c'est une vraie volonté d'aller toujours aller chercher la balle à l'opposé, être actif au rebond off? C'est quoi c'est quel type de rebondeur un petit peu?
Ça me permet de faire un up direct sur ce que Lucas a demandé sur les joueurs NBA aujourd'hui. Tu vois, un peu dans ce profil-là, il y aura son futur coéquipier, Josh Giddey, par exemple, qui pour le coup est beaucoup moins épais, beaucoup moins impliqué défensivement aujourd'hui en NBA, et qui va aussi prendre beaucoup de rebonds comme ça, et qui a de la taille pour pouvoir être un peu une menace, enfin une menace en tout cas, être intéressant sur le low block, sur la défensive. Et la consigne pour un mec comme Karl-Partio Kuchanis du côté d'Illinois, c'est de venir récupérer rapidement le rebond défensif pour pousser la transition. C'est une équipe qui va aller se projeter rapidement vers l'avant avec des beaux athlètes comme des Trey White, même s'il y a le gros Tommy Ibizic qui tire un peu la langue. Et donc cette qualité de taille et cette volonté d'aller vers le rebond défensif particulièrement, ça va l'aider en NBA aussi. C'est-à-dire que même si c'est pas forcément un énorme stopper, quand tu peux aller choper du rebond, aider tes coéquipiers et pousser vite de la transition, tu gagnes énormément de valeur pour ton coaching staff. Et clairement, cette taille et cette présence au rebond, cette capacité ensuite à lancer une contre-attaque rapide avec la vision de jeu qu'il a et avec la capacité, la créativité dans le tir qu'il peut avoir, ce sera forcément une arme. Donc, une défense pour mieux attaquer globalement. Lucas, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ses qualités au rebond? Ouais, je pense que c'est ce qui m'est venu en tête en premier quand tu m'as parlé de à quel point sa taille a un avantage. Mais pour moi, le vrai avantage sur sa qualité au rebond, c'est sa lecture de jeu. Il a une vraie lecture du timing. Et c'est ça qui, pour moi, en plus de sa taille, lui permet de prendre quand même quelques rebonds et d'être encore plus un atout défensif. Autre chose, je voulais revenir vite fait. Ce qui revient quand on lit un peu les différents scouting reports à droite à gauche, parce que je le fais assez régulièrement, c'est quelqu'un qui comprend les angles. Est-ce que déjà, qui veut se lancer dans les explications de ce que c'est les angles pour attaquer? C'est tellement un truc pour lui que ça. Ouais, c'est un truc pour Hugues, on est d'accord. Ah ouais, mais moi, il y a une personne chez Envergure, si je parle d'angle en attaque, il va me tomber sur la tronche. Donc, et il est assez prochement lié à une personne ce soir. Donc, faut que je fasse attention à ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Enfin, les commentateurs NBA parlent beaucoup, notamment pour parler de Jalen Brunson. C'est vrai que on dit souvent, oui, il comprend les angles. Ça veut dire quoi, ça, déjà? Alors, les Américains, ils utilisent angle pour deux trucs. Le premier, et c'est le sens dans lequel j'utilise le plus souvent, c'est la finition près du panier. C'est que c'est un joueur qui va beaucoup pouvoir utiliser la planche, qui va pouvoir désaxer son bras et qui va chercher en gros des rebonds sur la planche et donc des angles en fait dans les airs pour pouvoir éviter le défenseur. Et ça lui permet de compenser entre autres son manque d'explosivité verticale, son manque juste de jump à proprement parler. Et ça lui protège beaucoup de ballons, ça lui permet de finir avec efficacité. Et puis la deuxième chose, ça va être dans la lecture de la défense sur le pick and roll, en fait comprendre comment va se positionner ton défenseur direct et le défenseur en gros le 5 qui va être soit en drop, soit en edge, etc. Et Kuchanis là-dessus est assez bon pour manipuler globalement la défense, obliger une défense à faire un choix qui lui l'arrange et ensuite partir sur cette direction-là. Et sa capacité notamment à utiliser sa main faible avec autant d'aisance, c'est une difficulté pour les défenses parce que le scouting globalement c'est de dire vous envoyez toujours le porteur de balle sur sa main faible et ce joueur-là est tellement à l'aise main faible que aujourd'hui il y a des équipes NCAA, il y en a beaucoup, tu parlais Oregon a fait ça, l'ont envoyé sur sa main forte pour essayer de le gêner. Sauf qu'en fait, le mec, même main forte, justement, sa main forte. Donc, il était très à l'aise et il a été en efficacité. Écoute, très bien, c'est une petite précision que je voulais faire parce que ça, c'est des choses qui reviennent souvent et on ne sait pas forcément de quoi on parle, donc c'est toujours intéressant de le faire. Moi non plus, visiblement. Messieurs, on va partir sur les fameux shade-off avant de se lancer dans la projection. À qui vous fait penser le joueur de Illinois, des Fighting Illinois qui ont formé notamment Nick Anderson, Clarence Weatherspoon, Terrence Shannon Jr. plus récemment? J'avoue que j'avais totalement zappé la projection, enfin la comparaison, donc je préfère m'abstenir plutôt que de sortir une énorme bourdasse. Mais quelque chose dans le jeu qui pourrait te faire penser à quelqu'un qui est en activité. Ou pas d'ailleurs, ou à une légende. Moi, ça me fait penser à la jurisprudence Nunez, parce que je sais que Manu va kiffer. Pour moi, c'est Nunez avec un tir et
moins négatif défensivement, beaucoup plus positif défensivement. Et, parce que physiquement, ils sont pas si loin. Nunez, il a 96 et Kasparas 98. Niveau de la wingspan, c'est à peu près pareil. Donc quand je regardais Nunez en U18, U20, etc., je voyais, pour moi, son ticket d'or, c'était vraiment le playmaking pour l'NBA. Ouais. Et les limites qui ont été pas fatales, mais à l'origine de son retour en Europe, c'était vraiment le tir et la défense. Alors que là, Kasparas, lui, comparé à Juanito, pour faire plaisir à Manu, c'est vraiment son tir qui est beaucoup mieux. Surtout depuis qu'il a Illinois et qu'il a une meilleure sélection de tir parce qu'il a moins besoin de créer pour tout le monde. Donc il est beaucoup plus sur du catch and shoot, sur des shoots intelligents. Même il prend encore ses step back qu'il sait bien faire et dont il est à l'aise avec. Donc ouais, je dirais ça et une projection dans le rôle, un rôle de playmaker, de facilitateur comme on aime bien utiliser à tort et à travers. Le connecteur. Exactement, connecteur, facilitateur. Et Kasparas Connecting People, il te fait penser à qui? Il me fait penser à qui? Si je suis un salaud, le plancher, c'est Thomas Satoransky. Parce que dans le sens où grande taille. T'as dit quoi? On c'est un joueur des Bulls aussi? Ouais, mais moi je ne connais que ça en fait. Hein. Genre, je suis genre que je connais le basket, mais je vais vous parler que du joueur des Bulls, hein, honnêtement. Tu vas voir mes autres comparaisons. Donc, à grande époque, en plus, Thomas Satoransky, tu m'as rappelé des traumatismes. Donc, long, avec vraie capacité de scoring, mais qui n'a pas forcément su faire la transition NBA. Sur du gros niveau. Après, je vais faire un autre joueur des Bulls, du coup. Il y a un côté, il y a du Lonzo Ball pour moi, dans la taille, il n'y a pas la défense aujourd'hui. Lonzo Ball est un playmaker défensif exceptionnel, mais il y a ce côté où je vais pas forcément très vite, mais je peux me créer de l'espace. Je passe vraiment bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup sa capacité de faire sa qualité de passe et vrai progrès sur du tir extérieur. Et enfin, le scénario le plus optimal possible auquel je crois pas forcément plus que ça, ce serait du Tyrese Haliburton. Où pareil, il y avait des questions sur le shoot extérieur, en se disant est-ce qu'il pourrait créer en NBA le même shoot qu'il avait au niveau universitaire. Bon, bah, Haliburton a prouvé que oui. Il y avait des questions sur les côtés défensifs qui sont toujours là pour Tyrese, mais et qui se cachent bien. Et il y avait ce côté aussi, c'est un excellent passeur. Mais est-ce que pareil, le fait d'avoir de manque de qualité athlétique, fait qu'il pourrait passer et jouer le point of attack de façon consistante, et Tyrese a montré encore une fois que oui. Donc ce serait pour moi mon scénario ultra optimum, mais ça me permet de poser la question parce que vous avez utilisé le mot porteur de balle et connecteur. Moi, je veux bien votre avis là-dessus. C'est pour vous, Kasparas Yakouchonis, est-ce qu'il a le niveau balle en main dans tous les aspects du jeu pour aujourd'hui jouer la main et jouer du pick and roll à outrance en NBA? Parce que ça va clairement définir sa place. Si vous pensez que oui, on va en parler dans le projection, mais ça peut être un top 10, top 5, 6 de draft. Si vous pensez que c'est secondaire, vraiment, au mieux, on peut descendre beaucoup. Hugues, tu me piques mes questions que je n'étais pas. Je suis là pour ça. C'était un peu le sens de ma prochaine question, c'était à savoir, sur la projection. Est-ce que pour vous, c'est un porteur de balle numéro 1? Parce que c'est ça qui va déterminer, comme tu viens de le dire, son positionnement à la draft et à quel niveau on le prend sans doute, enfin, qui peut influencer en tout cas fortement. Moi, de ce que j'ai vu, mais j'ai beaucoup moins vu que vous. T'es grand, t'es très très grand. J'ai pas l'impression que ce soit une première option en fait. J'ai l'impression que c'est un très très bon joueur. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit une première option d'une équipe NBA. Lucas, toi, je sais que tu l'as dit et c'était super intéressant que ton avis a changé au fil du temps que tu veux le regarder. Est-ce que tu y crois, ça, en Kasparas, initiateur d'attaque? Ouais, au début, j'étais vraiment parmi ceux qui ne comprenaient pas, j'ai même fait un NGT sans le mettre dans mon top 10. J'espère que ça va pas trop mal vieillir. Ça a déjà mal vieilli, je le sais déjà. Mais ouais, j'avais beaucoup de mal parce que je me disais pas assez fort pour être un porteur de ballon NBA. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas une option numéro 1. Pour moi, il y a un manque d'agressivité offensive. Je le vois à Illinois, il hésite beaucoup trop.
Je sens qu'il est plus à l'aise dans un rôle deuxième, troisième. Mais pour moi, c'est vraiment pas une première option, c'est un connecteur, c'est quelqu'un qui va faire jouer ton équipe, qui va faire briller tes mecs, mais qui va pas te mettre 40 points par match 3-4 fois dans la semaine, quoi. Hugues, ton avis? Je pense que la condition pour que ça marche, on dit souvent que pour les arrières, et je pars sur un monologue, je suis désolé, pour les arrières, il faut souvent un fort pivot dominant pour les faire, en gros, pour que ça marche bien. Lui, pour moi, ma condition, ça va être d'avoir un ailier très dominant à côté de lui. Pourquoi? Parce que si vous avez un ailier très dominant à côté de lui, vous pouvez pas foutre un ailier en défense sur lui. Ça va poser des problèmes. Et à ce moment-là, il va être en efficacité, il va rouler. Donc si vous lui mettez un joueur qui peut créer individuellement son propre espace, comme l'a dit Lucas, être le mec qui met 30-40 tous les soirs, Kasparas, effectivement, il fait huiler la machine, il fait les bonnes passes dans les bons intervalles, il te met des points quand il te faut, il te relance la balle en transition et tu kiffes bien. Et en plus, tu peux avoir un deuxième arrière défensif entre les deux. Donc voilà, pour moi, il va donner des carrières à des intérieurs, mais la condition pour que ça réussisse fortement, c'était d'avoir un très 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 fort joueur capable de créer individuellement. Et donc ça veut dire que soit vous tankez encore un petit peu, soit vous avez récupéré dans les années précédentes ce gros scoreur à qui il manque juste le créateur. Pour la projection, là j'ai vu dans les dernières mock drafts que je ne citerai pas parce que c'est des gens qui font des mock drafts à peu près toutes les 2 semaines, mais il est régulièrement annoncé entre 5 et 10. Où est-ce que vous l'avez, vous, dans vos big boards ou autres mock drafts? Vous l'avez à quel niveau? Je l'ai dans un tiers juste en dessous pour le moment de la triplette là, Harper, Demine, Traoré, et il gratte juste après. Donc pour moi, top 10 c'est pas déconnant parce que ça reste un fort créateur et on va être dans ce truc-là. Maintenant, est-ce qu'il peut rentrer dans ce trio pour en faire un quatuor là? Est-ce qu'il va être le Andy Murray du tennis derrière Djokovic, Nadal et j'oublie le plus important peut-être, pardon. Vas-y. Et Hugues, la prochaine fois, t'apprendras à pas faire des références dans d'autres sports que tu maîtrises pas, enfoiré. J'oublie le Suisse. Federer, Roger, merci. Pardon, désolé. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Est-ce qu'il peut rentrer dans ce trio? Oui, je pense qu'il peut, mais j'ai besoin d'en voir un peu plus. Donc voilà, top 10, ça me déconne pas. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur notre ami Kasparas, à qui on souhaite le meilleur pour le reste de la saison d'ailleurs, parce que c'est pas fini, comme vous l'avez dit, hein, on est plein dans les matchs de conférence, et mine de rien, la marche Madness va pas tarder à arriver. Est-ce qu'on a été complet? Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Hein. On est bon, messieurs? Ouais, et puis c'est notre premier vrai gros prospect de l'année, non? Après, non, on a quand même fait Dany avant. Ouais, donc c'est notre vraiment premier vrai gros prospect de l'année, quoi. Ouais, c'est celui peut-être avec la plus grosse hype actuellement, on va dire. De toute façon, il finit aux Bulls, donc voilà, il est drafté par les Bulls. Si les Bulls ils ont le top 3, et ben il sera 3e, et s'ils sont 8, et ben il sera 8e. Voilà, c'est fini. Arrêtez de poser des questions inutiles, en fait. Lucas, est-ce que tu as un truc à rajouter? Toi qui n'es pas fan des Bulls, heureusement. Plutôt fan des Raptors, mais je lui souhaite pas d'être aux Raptors non plus. je lui souhaite d'être. Je vais faire le cliché du meneur européen. Je dis ouais, je lui souhaite d'être aux Spurs. Je souhaite d'être aux Spurs. Eh bien, messieurs, ainsi va se finir ce qui est sur Kasparas Giannakoulias. J'étais très content. On a été très très long. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de taguer vos potes qui sont fans d'une équipe en détresse en NBA. Et les autres aussi, d'ailleurs, ça nous fait un peu de pub. On est toujours preneurs. On est toujours là toutes les semaines, dans la bonne humeur. Eh ben, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, bye bye.